Un terrible après-midi de mai, le père d'Ellie, Matthew, la retrouve allongée dans la cuisine dans une mare de sang. Immédiatement, il appelle les secours et lorsqu'ils arrivent, il est malheureusement trop tard. Mais alors que tout porte à croire qu'elle a mis fin à ses jours, ses parents penchent eux plutôt pour un terrible accident domestique. Mais ils avaient tous tort, Ellie a été assassinée. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi c'est Virginie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène en Angleterre pour vous parler de l'affaire d'Ellie Gould. Donc, si vous voulez découvrir les détails de cette triste affaire qui va choquer le pays et contribuer à changer la loi là-bas, je vous invite à vous installer confortablement car l'affaire Ellie Gould commence maintenant. Ellie naît le 6 février 2002 à Calne, une jolie et paisible petite ville anglaise. Elle s'appelait en réalité Éléonore, mais tout le monde, sa famille et ses amis l'appelaient Ellie, aussi c'est ainsi que je la nommerai durant toute cette vidéo. C'était une adorable petite fille qui grandit entourée de son grand frère Ben et de ses parents Matthew et Carol. La famille vivait heureux à Calne, une agréable petite ville de 18 000 habitants dans laquelle il fait bon vivre, où tout le monde se connaît. Calne se situe dans l'un des comtés les plus sûrs du royaume, le comté de Wiltshire, avec un taux de délinquance et un nombre d'homicides extrêmement faible et réputé pour sa qualité de vie et ses nombreux espaces verts. Depuis toute petite, Ellie nourrissait une véritable passion pour les chevaux. Elle partageait d'ailleurs cette passion avec sa maman avec qui elle était très proche. Elle prenait des cours d'équitation depuis sa plus tendre enfance et au fil des années, elle était devenue une cavalière confirmée. Elle participait à de nombreux concours équestres et avait remporté de nombreux trophées. Elle rêvait d'associer sa passion et son travail futur et voulait faire partie de la police montée de son pays. Elle était encore au lycée en dernière année et souhaitait ensuite poursuivre des études de psychologie à la fac. Ses amis la décrivent comme une jeune fille toujours souriante, joyeuse et spontanée. Elle était très appréciée car elle était drôle et pétillante. Ellie travaillait dur au lycée afin d'obtenir son A-level, qui est l'équivalent de notre baccalauréat. En parallèle de sa scolarité, elle venait tout juste de trouver un petit emploi de serveuse. Elle apprenait à conduire et commençait à regarder les universités pour l'année suivante. En janvier 2019, un mois avant son 17e anniversaire, elle commença à sortir avec un certain Thomas Griffiths. Ils fréquentaient tous deux le même lycée et comme Ellie, Thomas avait 17 ans. C'était son premier petit ami sérieux, ils se connaissaient depuis des années et elle avait toujours eu un petit faible pour lui. Ils fréquentaient le même groupe d'amis et partageaient tous deux la même passion pour l'équitation. Depuis quelques mois, elle en pensait pour lui aussi lorsqu'il l'invitait à sortir. Elle était ravie et très excitée. Elle en parla d'ailleurs à sa maman qui était sa plus grande confidente. Mais l'histoire d'amour ne durera que quelques mois puisqu'en mai 2019, Ellie décidera de mettre fin à cette relation. Les examens de fin d'année approchaient et Ellie avait de plus en plus de pression, elle était très studieuse et préférait se concentrer dans l'immédiat sur ses études. Enfin, c'est ce qu'elle dira, mais ce n'était qu'une excuse. En effet, elle commençait à se poser des questions sur son histoire d'amour, elle en avait marre d'être obligée de voir Thomas tous les soirs. Si elle ne le faisait pas, il le prenait mal et lui en faisait le reproche. Car Thomas était assez étouffant, très possessif, il exigeait qu'ils se voient seuls, sans leurs amis. Mais Ellie, de son côté, avait un bon groupe de copines et elle ne voulait pas s'isoler d'elle comme le souhaitait Thomas. Lui était très investi dans la relation, il commençait même dès les premiers mois à parler mariage et enfants. Ellie n'en était absolument pas à ce stade-là. Elle voulait profiter de son adolescence, de ses amis, elle voulait prendre le temps de vivre son histoire d'amour, elle désirait plus de légèreté dans leur relation. Ellie ne souhaitait pas être prisonnière de Thomas, l'idée du mariage l'horrifiait. Elle en parla à l'une de ses meilleures amies, elle lui raconta qu'elle ne voulait plus être avec lui, la relation allait trop vite, il était de plus en plus oppressant, ce n'était pas ce qu'elle souhaitait. Mais malheureusement, elle ne se doutait absolument pas que Thomas prendrait mal leur séparation. Ces derniers temps, avant que leur histoire ne se finisse, Thomas devenait de plus en plus possessif, il voulait qu'elle soit toujours avec lui, notamment lors des pauses déjeuner. Il était plutôt introverti et ne voulait pas se mêler aux autres, il n'avait besoin que d'elle. Cependant, Ellie, quant à elle, était très sociable, elle avait envie de rire, s'amuser, manger avec ses amis, et cela provoquait de plus en plus de disputes entre eux, et c'est d'ailleurs suite à une énième dispute à ce propos qu'elle finit par se convaincre
qu'il fallait mettre un terme à cette relation. Le soir même, le 2 mai 2019, elle se confia à sa mère sur sa situation, sur la possessivité extrême de Thomas, et sa mère la confortera dans son choix et lui conseillera de le quitter. Elle lui dira à ce moment-là que si elle n'était pas heureuse, qu'elle se sentait prisonnière de cette histoire, la meilleure chose à faire était d'y mettre un terme. Sa mère la réconforta également en lui répétant qu'elle était jeune, jolie, brillante et qu'elle n'aurait aucun mal à trouver quelqu'un qui lui corresponde de mieux plus tard qu'elle avait la vie devant elle. Son père, quant à lui, n'appréciait pas trop Thomas, il le trouvait bizarre, taciturne, il se méfiait de lui car il ne le regardait jamais dans les yeux. Ses parents connaissaient Thomas car elle l'avait invité à manger chez eux lors de son 17e anniversaire, ils étaient alors ensemble depuis un mois. Ce soir-là, au bout de 5 mois de relation, elle envoya un texto à Thomas afin de rompre avec lui. Alors je vous l'accorde, c'est pas la meilleure façon de mettre fin à une relation, mais elle avait certainement peur de la confrontation et c'est ainsi qu'elle décida d'agir. Après avoir mis fin à cette histoire, elle fit un post sur Facebook dans lequel elle se disait soulagée de la décision qu'elle avait prise. Cependant, Thomas, lui, refusait la rupture. Il lui répondit « Nous ne pouvons pas nous séparer, nous devons discuter et trouver une solution ». Il la supplia de revenir sur sa décision, il lui disait qu'ils s'aimaient, qu'ils avaient besoin l'un de l'autre. Mais pour Ellie, c'était fini et elle resta ferme dans sa décision. Le lendemain, le 3 mai 2019, la journée commença normalement pour la famille Gould. Ellie prit son petit déjeuner avec ses parents. Ce matin-là, elle n'avait pas cours et elle décida de rester à la maison pour réviser. Elle s'était mise d'accord avec l'une de ses amies pour qu'elle passe la récupérer après le déjeuner afin d'aller au lycée ensemble pour les cours de l'après-midi. Ses parents, de leur côté, partirent au travail. Son frère Ben, lui, avait cours. Ellie se retrouva donc seule à la maison. Vers 15 heures, après son travail, son père rentra. Il gara sa voiture, puis entra dans la maison. Il se rendit dans la cuisine où il posa son téléphone sur la table. Du coin de l'œil, il perçut en un instant quelque chose qui l'intrigua et le glaça en même temps. Des jambes dépassaient de derrière l'îlot central de la cuisine. Il s'approcha, c'étaient les jambes de sa fille Ellie, qui était allongée, à plat ventre, face contre le sol. Cette vision le tétanisa quelques instants, il se précipita vers elle. Il pensa tout de suite qu'elle était tombée et dans sa chute s'était cogné la tête. Il se pencha apeuré pour voir si elle allait bien et il remarqua en la touchant qu'elle était froide et raide. Matthew était pétrifié, choqué, dans l'incompréhension la plus totale. Il appela immédiatement les secours. Il l'appelait, criait son nom, mais Ellie ne se réveillait pas. Dans ce chaos, il essayait de raisonner, de comprendre ce qu'il s'était passé. Peut-être qu'Ellie avait cherché en montant sur le plan de travail à attraper quelque chose et à ce moment-là, elle aurait pu glisser et en tombant cogner sa tête violemment contre le sol. Matthew était abasourdi, il cherchait à comprendre ce qui avait bien pu se passer. Quelques instants plus tard, en attendant les secours, il se rendit alors compte qu'à l'autre bout de la pièce, il y avait des éclaboussures de sang. Ces traces de sang étaient bien trop loin. Cela ne pouvait pas être le résultat d'une chute. L'attente des secours lui sembla une éternité, mais au fond de lui, il savait. Il savait qu'il était trop tard. Il savait que sa fille était morte. Il appela ensuite son épouse, Carole, en lui disant qu'Ellie avait eu un accident, que les secours arrivaient et qu'il avait besoin d'elle. Carole, complètement affolée, partit tout de suite en direction de la maison. Lorsqu'elle arriva, elle dut se garer un peu plus loin car le quartier était envahi de voitures de police et d'ambulances et c'est lorsqu'elle parvint à rentrer chez elle que son mari lui annonça la mort de leur fille Ellie. Carole était dévastée. Les secours arrivèrent sur les lieux en quelques minutes. Ils retournèrent Ellie et trouvèrent dans sa main droite le couteau encore planté dans son cou. Tout laissait supposer qu'elle s'était suicidée avec celui-ci. Mais les policiers trouvèrent que la position dans laquelle elle avait été retrouvée semblait suspecte. En effet, elle était allongée sur le ventre, elle avait le couteau dans sa main droite et il était encore planté dans son cou. À vue d'œil, on ne pouvait pas déterminer le nombre de ses blessures, mais ses parents rejetèrent tout de suite la thèse du suicide. Pour eux, ce ne pouvait être qu'un accident, un malheureux accident. L'enquête de proximité commença rapidement. Certains voisins dirent avoir entendu des bruits provenant de chez les Gould et certains avaient remarqué un adolescent portant une capuche dans les alentours. D'autres avaient repéré la présence d'une voiture étrangère au quartier. Alors j'ai l'impression qu'en Angleterre, les voisins sont extrêmement vigilants,
Souvenez-vous de l'affaire de Garika Gordon que j'avais traitée il y a quelques mois sur cette chaîne, cette fille qui avait tué sa colocataire car elle refusait de coucher avec elle. Je vous mettrai le lien en description pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. C'est suite au signalement des voisins qui avaient repéré une voiture étrangère en temps de confinement que Garika fut arrêtée. Et dans cette affaire aussi, la vigilance des voisins va bien renseigner les enquêteurs. Une enquête fut donc ouverte pour assassinat, d'autant plus que les résultats de l'autopsie révélèrent assez rapidement qu'elle avait 13 blessures au couteau. Il était donc impossible qu'elle se les soit infligées elle-même. Elle avait aussi de nombreuses blessures défensives ainsi que des marques sur son cou qui montraient qu'elle avait été étranglée. Ellie avait donc été assassinée. Son amie qui devait venir la récupérer fut interrogée. Elle raconta qu'Ellie lui avait envoyé un SMS pour lui dire de ne pas venir la chercher. Elle lui avait envoyé plusieurs messages en retour, mais Ellie n'avait répondu à aucun message. C'est en interrogeant ses différentes copines que les enquêteurs découvrirent une information ô combien importante. Ils découvrirent qu'Ellie venait de quitter son petit ami la veille. Thomas, lui, depuis la rupture, avait envoyé de nombreux messages à ses amis leur disant qu'il ne se sentait pas bien, qu'il n'avait pas dormi de la nuit et qu'il cherchait à voir Ellie. Effectivement, en examinant le téléphone de la jeune fille, la police découvrit plusieurs messages et appels en absence de Thomas. Selon toute vraisemblance, elle n'avait répondu à aucun message ni aucun appel de son ex-petit copain. À 18h ce jour-là, Thomas fut arrêté devant chez l'un de ses amis car il était soupçonné d'avoir tué Ellie. Lors de son arrestation, les policiers remarquèrent immédiatement des traces, des griffures sur son cou et son visage. Lorsqu'il fut arrêté, ses premiers mots furent « Est-ce que ma petite amie va bien? Je ne l'ai pas vue aujourd'hui. » Si les policiers n'avaient pas de preuves solides contre lui, ils ne pourraient pas le retenir bien longtemps. Aussi, une course contre la montre s'engagea. Rapidement, ils découvrirent que ce jour-là, Thomas ne s'était pas rendu au lycée. Ce matin-là, sa mère l'avait bien déposé devant l'établissement, mais il n'était pas présent en cours. Parallèlement, un voisin identifia Thomas comme étant le jeune homme à la capuche aperçu dans le quartier d'Ellie. Un autre voisin confirmera ensuite avoir vu Thomas en fin d'après-midi marcher sur le bord de la route. Il le déposera d'ailleurs devant son lycée. Cet après-midi-là, Thomas envoya plusieurs messages dont des selfies assez inquiétants à ses amis. On pouvait y voir quelques blessures, des coupures, griffures sur son visage. Il disait « Je pense que tout le monde a remarqué que j'ai été mal ces derniers temps et je dois vous dire pourquoi. Moi et Ellie allons faire une pause et voir comment ça se passe après les examens. En plus de cela, mon père a un cancer et ma grand-mère a été hospitalisée pour des problèmes cardiaques. » Il ajoutera ensuite « J'ai été tellement stressée ces derniers temps que je ne sais pas comment y faire face. Je me suis grattée partout autour du cou et comme ce groupe est en quelque sorte devenu mes meilleurs amis, je ne sais pas à qui d'autre en parler. » Interrogé par les policiers à ce propos, il racontera qu'il avait eu un accident. Mais après avoir observé ses blessures de plus près, ils conclurent que c'étaient des blessures défensives sûrement causées par Ellie qui luttait sans doute pour sa vie. En examinant ses chaussures, ils découvrirent des traces de sang et l'analyse ADN confirmera qu'il s'agissait bien du sang d'Ellie. Ils avaient à présent suffisamment de preuves pour garder Thomas en détention. Lui, de son côté, déclara qu'il n'avait rien à voir avec l'assassinat d'Ellie. Il admit qu'il avait mal pris la rupture, qu'il avait eu du mal à dormir cette nuit-là, car il ne comprenait pas pourquoi elle l'avait quitté. Il racontera ensuite que ce jour-là, il avait effectivement séché les cours et qu'il avait passé toute la journée dans les bois, seul, à réfléchir. C'était une chose qu'il avait l'habitude de faire. Cependant, les taches de sang sur ses chaussures le désignaient comme impliqué dans le meurtre d'Ellie. Il fut donc accusé de meurtre et incarcéré en attendant son procès. Lors de l'audience préliminaire, le 7 mai, en plus des taches de sang sur ses chaussures, l'accusation apporta de nouvelles preuves. Ils montrèrent les vidéos de caméras surveillance d'un bus qui avait filmé durant le trajet la voiture de la mère de Thomas à côté de chez Ellie. Or, Ellie et Thomas ne vivaient pas dans la même commune, elle habitait à Calne et lui à Derry Hill. Son smartphone avait un service de localisation activé. Selon les informations recueillies, il avait quitté son domicile entre 10h45 et 11h. Il était arrivé chez Ellie à 11h, y était resté jusqu'à 11h51. Ces nouvelles informations confirmèrent un peu plus le rôle de Thomas dans la mort de son ex-petite amie.
Les funérailles d'Ellie eurent lieu le 29 mai 2019 à l'église Sainte-Marie de Calne. Nombreux étaient ceux qui souhaitaient lui rendre un dernier hommage et apporter leur soutien à sa famille et ses amis. Le 9 août 2019, son procès s'ouvrit. Devant les nombreuses preuves présentées par l'accusation lors de l'audience préliminaire, Thomas décida de plaider coupable. Il écrivit une lettre lue par ses avocats dans laquelle il avoua son crime et s'excusa pour tout ce qu'il avait fait. « Je suis désolé. Je sais très bien que les excuses et explications ne suffiront jamais, mais j'espère qu'avec le temps, je pourrai montrer à quel point je suis désolé. » Dans cette lettre, il déclarera avoir des soucis de santé mentale. D'ailleurs, la défense tentera de le faire passer pour irresponsable au moment des faits, en vain. Le lundi 3 mai 2019, sa mère le déposa devant les portes de son lycée. Thomas n'acceptait pas que leur histoire se termine ainsi, il voulait une explication concernant leur rupture. Il envoya plusieurs textos à Ellie, mais elle, de son côté, ne répondait à aucun message. Lorsqu'il arriva dans la salle commune ce matin-là au lycée, il demanda aux autres élèves si quelqu'un l'avait vue. On lui répondit qu'elle ne serait présente que dans l'après-midi car elle n'avait pas cours le matin, elle devait sûrement se trouver chez elle. Il sortit alors de l'établissement, envoya un mail pour expliquer qu'il ne se sentait pas bien et qu'il serait absent ce jour-là. Puis il se rendit à la gare routière, il prit un bus pour rentrer chez lui. Il fut filmé par les caméras de vidéosurveillance, on peut le voir seul, assis et plutôt calme. Une fois arrivé chez lui, il continua à envoyer des messages à Ellie. Il portait un petit pull noir et des baskets blanches, il se changea et mit un sweat à capuche noire ainsi que des baskets noires. Il faisait chaud ce jour-là et il n'y avait aucune raison de se changer pour mettre des vêtements plus chauds. C'est alors qu'il aperçut sa mère arriver à l'improviste à la maison. Il ne voulait pas qu'elle le trouve là et il se cacha alors dans le placard de sa chambre en attendant qu'elle reparte. Une fois sa mère repartie, il prit sa voiture car elle l'avait laissée à la maison et alors qu'il n'avait pas son permis, il se rendit chez Ellie afin de lui demander des explications. Au départ, elle ne voulait pas lui parler, mais devant son insistance, elle se décida à lui ouvrir la porte et à le laisser entrer. Thomas voulait s'expliquer avec elle, il espérait qu'après cela, ils se remettraient ensemble. Mais Ellie lui répondit qu'elle ne voulait plus être avec lui, elle voulait se concentrer sur ses études et ses amis, elle ne voulait plus avoir de petits copains. Thomas ne supporta pas ce rejet d'Ellie. Il se mit de plus en plus en colère. Et au fur et à mesure de la discussion, le ton monta et perdant son calme, il se mit dans un excès de rage à l'étrangler. Ellie se débattait, le griffait, mais Thomas, qui était un sportif de haut niveau, était bien trop fort. Au bout de quelques instants, elle s'évanouit et tomba inconsciente sur le sol. Il prit alors un couteau dans la cuisine et lui infligea 13 coups au niveau de son cou. Lorsqu'il reprit ses esprits, dira-t-il, il se rendit compte qu'il y avait du sang partout et il s'empressa de nettoyer la scène du crime avec ses vêtements et certains des vêtements d'Ellie. Puis il mit tout cela dans un sac poubelle. Il tenta également de nettoyer ses chaussures avec le tablier de cuisine de la mère d'Ellie. Il nettoya aussi le couteau en prenant soin d'effacer toutes ses empreintes. Une fois le couteau nettoyé, il le prit avec un torchon et le plaça dans la main de la pauvre Ellie pour faire croire qu'elle s'était suicidée. Il utilisa ensuite son doigt pour déverrouiller son téléphone et envoya un texto à sa copine qui devait venir la récupérer pour lui dire que finalement elle n'avait pas besoin de venir, elle n'irait pas à l'école ce jour-là, elle restait à la maison pour réviser. Enfin, il prit le tablier, le sac poubelle et rentra chez lui avec la voiture de sa mère. Il gara la voiture au même endroit qu'il l'avait trouvée, il retira ses vêtements, les mit dans la machine à laver et prit une douche. Après tout cela, il sortit de chez lui, se dirigea avec le sac poubelle dans la forêt où il le jeta. Alors sachez que ce sac n'a jamais été retrouvé. Vers 15h, il envoya un message sur le groupe d'amis pour dire qu'il se sentait mal depuis qu'Ellie et lui s'étaient séparés. Il n'était pas bien du tout et s'était auto-mutilé. C'était la raison pour laquelle il avait des égratignures sur le cou et le visage. Il voulait ainsi justifier les traces qu'Ellie lui avait laissées alors qu'elle se débattait férocement pour sa vie. Puis Thomas se mit à marcher le long de la route. C'est d'ailleurs là qu'il fut pris en voiture par l'un des voisins qui le déposa devant son lycée, souvenez-vous du témoignage. Il ne rentra pas dans l'établissement, il attendit aux alentours que sa mère vienne le récupérer comme c'était prévu. Elle le déposa ensuite chez l'un de ses amis et c'est là qu'il fut arrêté vers 18h. Il a été jugé que le meurtre n'avait pas été prémédité car il n'avait pas emporté l'arme du crime avec lui. Il fut néanmoins condamné à la prison à perpétuité,
Mais la défense fit appel en utilisant une loi anglaise qui stipule qu'aucun mineur ne pouvait être condamné à passer toute sa vie en prison. Cet appel fut pris en compte et Thomas fut de nouveau condamné à perpétuité, mais avec possibilité de libération conditionnelle après 12 ans et demi. Cette peine fit grand bruit et fut très controversée. Les parents d'Ellie, choqués et abattus, avaient l'impression que la justice leur avait fait faux bond. Ils déclarèrent que le système ne soutenait pas les victimes, mais plutôt les meurtriers. C'est aussi ce qui s'est passé pour l'affaire d'Anel Baez au Mexique. Cette jeune fille de 16 ans avait été poignardée à 65 reprises par sa meilleure amie pour une photo publiée sur Facebook. Celle-ci, également mineure, ne fera que 3 ans et demi de prison, ce qui avait là aussi consterné l'opinion publique. En tout cas, je vous mettrai le lien en description pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. En décembre 2019, le procureur et les avocats de la famille d'Ellie firent appel. Ils voulaient une peine plus lourde pour Thomas, mais celui-ci fut rejeté. Les parents d'Ellie s'engagèrent alors dans une bataille pour changer la loi avec l'aide de certains politiciens. Cette loi porterait le nom d'Ellie et permettrait de poursuivre un adolescent ayant commis un meurtre ou un viol comme un adulte. Ainsi, il pourrait être condamné à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Lors de sa rédaction, cette loi provoqua une certaine controverse car le législateur qui la rédigea y inclut une clause qui stipulait que cette loi ne pouvait s'appliquer si le meurtrier n'avait pas apporté l'arme du crime sur la scène du crime. C'est d'ailleurs le cas dans notre affaire. Thomas ne s'était pas rendu chez Ellie avec l'arme du crime, il avait pris un couteau dans sa cuisine. Cette loi ne pouvait donc pas s'appliquer dans son cas. Les parents d'Ellie étaient contre cette clause et ne voulaient pas que cette loi porte le nom de leur fille. Finalement, toutes les parties trouvèrent un accord et en mars 2021, le projet de loi fut partiellement approuvé. Je vous dis partiellement car certaines modifications furent apportées. Les mineurs ne pouvaient toujours pas être condamnés à une perpétuité totale, mais la peine minimale fut repoussée à 27 ans. Cette loi n'était pas rétroactive, donc dans le cas de Thomas, l'accusation qui demandait une peine plus lourde ne put donc pas en bénéficier. Malgré tout, les parents d'Ellie se dirent satisfaits car, à présent, cette loi pouvait s'appliquer. Les amis d'Ellie et sa famille s'engagèrent également dans une campagne afin que des cours d'autodéfense soient enseignés dans les établissements scolaires au même titre que la natation ou la sécurité routière. La campagne fut soutenue par le député James Gray. La question fut débattue, mais la ministre adjointe au ministère de l'Éducation rejeta cette proposition. Les cours d'autodéfense ne seront pas obligatoires, mais soumis à l'appréciation des chefs d'établissement qui jugeront de leur nécessité en fonction de leur public et leurs besoins. C'est une bien triste affaire, une jeune fille innocente qui avait toute la vie devant elle a été tuée. Ses parents, sa famille ne se remettront jamais de ce drame, son père sera toujours hanté par la découverte de sa fille. Malgré la douleur, ils ont tout de même réussi à trouver la force de faire émerger du positif dans ce terrible drame en s'impliquant dans cette nouvelle loi. Ils réussirent à faire changer les choses. Je vous propose à présent d'essayer de comprendre un peu mieux ce qui a pu se passer. Thomas Griffiths était un adolescent de 17 ans. Toutes les personnes qui le connaissaient s'accordèrent à dire qu'il n'y avait aucun signe laissant présager qu'il allait se transformer en meurtrier. Il avait grandi comme Ellie dans une famille qui semblait soudée, entourée de ses parents. Sa mère était enseignante spécialisée, il vivait dans une zone rurale où la qualité de vie était très agréable. Ellie et Thomas fréquentaient un établissement à ses côtés. Thomas était un sportif confirmé, un bon élève. Il était plutôt introverti. Dans le groupe, il n'était pas celui qui se faisait remarquer, il avait plutôt tendance à s'effacer devant les fortes personnalités. Ellie était elle assez extravertie, elle était pétillante, souriante et très appréciée. Pour elle comme pour lui, c'était leur première vraie histoire d'amour. Avec elle, il se sentait bien, elle disait de son côté à ses copines qu'en privé, il était drôle, gentil et attentionné. À côté de cela, Thomas vivait dans sa famille des moments assez difficiles. Il avait perdu sa grand-mère il y a peu et son père était gravement malade. Il souffrait d'un cancer et suivait un lourd traitement à l'hôpital. Thomas se confiait peu sur ses problèmes personnels, il était assez pudique avec ses sentiments. Un jour, la mère d'Ellie lui avait demandé des nouvelles sur son père et son traitement. Il avait coupé court, il ne voulait pas en parler. Je pense qu'Ellie est arrivée dans sa vie comme un vent de fraîcheur, elle a dû lui apporter de la bonne humeur, un souffle d'air frais dans un quotidien assez morose.
entre le décès de sa grand-mère, la maladie de son père, les examens de fin d'année qui approchaient et ses compétitions sportives. Les sportifs de haut niveau sont souvent entraînés à cacher leurs émotions, ils sont conditionnés pour performer le moment venu, rien d'autre n'a d'importance à ce moment-là à part le désir de gagner. Je pense que Thomas a surinvesti sa relation avec Ellie. Il devait avoir l'impression d'avoir trouvé la femme parfaite, il lui parlait mariage et bébé, alors qu'elle n'était pas du tout sur le même registre comme des millions de jeunes filles dans le monde, elle vivait juste son premier flirt un petit peu sérieux. Thomas s'est alors retrouvé dans une situation de dépendance affective envers elle. D'ailleurs, lorsqu'il lui a envoyé les messages suite à la rupture, il lui disait « Nous avons besoin l'un de l'autre ». La dépendance affective se définit comme une grande peur de la séparation et du rejet. L'une des principales caractéristiques de la dépendance affective est la difficulté personnelle à affronter la solitude. Le dépendant affectif va avoir des difficultés à considérer que son existence propre a de la valeur et du sens indépendamment de l'autre. Cela se traduit par une impression de vide, voire d'abandon. Ce n'est pas la relation en tant que telle qui est recherchée, mais c'est le fait d'être rassuré par la présence de l'autre afin de couper court à ce sentiment d'abandon. Il y a une perte de sens et la personne dépendante affective peut avoir le sentiment que rien n'a d'importance si ce n'est partagé dans le cadre de la relation. Le besoin d'amour et de réassurance est si fort que la solitude ouvre une brèche insupportable. Elle ramène le dépendant affectif à un sentiment de vide intérieur. Thomas n'a pas supporté le rejet d'Ellie, d'autant plus qu'elle ne lui avait pas donné d'explication honnête sur la fin de leur histoire. Elle lui avait dit qu'elle voulait se consacrer à ses études et il a dû penser que si la raison était seulement celle-là, il pourrait trouver une entente. Peut-être se sentait-il prêt à lui laisser plus de temps, peut-être s'était-il dit qu'elle avait agi sur un coup d'impulsivité, de stress, en voyant les examens approcher. Mais alors qu'il voulait une explication, qu'il pensait que les choses pourraient s'arranger, elle a refusé de lui répondre. Elle a clôturé le dialogue ne répondant ni à ses messages ni à ses appels. Alors attention, je ne lui jette pas la pierre, elle avait seulement 17 ans, c'était la première fois qu'elle était en couple avec un garçon et donc la première fois qu'elle mettait un terme à une relation, mais je pense que son silence n'a fait que plonger un peu plus Thomas dans l'incompréhension et le désarroi. Il voulait une explication, la rupture était insupportable et il devait penser que la solution était de discuter pour arranger les choses. C'était devenu son obsession. Ce matin-là, il pensait certainement la trouver au lycée, mais elle n'était pas là. Il décida alors de partir à sa rencontre. J'ai tendance à penser que le meurtre n'était pas prémédité, mais je vous avoue que ce qui me perturbe un peu, c'est le fait qu'il se soit changé. Pourquoi a-t-il retiré ses chaussures blanches pour mettre des chaussures noires ? Avait-il pour projet de la tuer et les chaussures blanches étaient-elles trop salissantes ? D'autre part, il avait changé son pull contre un sweat à capuche. Donc là, je me suis dit deux propositions. Soit il voulait passer inaperçu car il avait un projet criminel, soit il avait passé toute la nuit à pleurer et il voulait cacher sa triste mine sous une capuche. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je pense que malheureusement, ce jour-là, Ellie, en lui ouvrant la porte de sa maison, ne se doutait pas de ce qui allait se passer. Thomas n'avait jamais été violent ni avec elle, ni avec qui que ce soit d'autre. Ils ont dû parler, il a dû essayer de la faire changer d'avis, mais il n'a pas réussi. Ne supportant pas ce rejet, se sentant impuissant face à cette situation, il l'a étranglée dans un excès de rage et l'a ensuite poignardée 13 fois au cou. Le fait qu'il ait attaqué avec plus de violence que nécessaire montre qu'il était hors de contrôle au moment où il a commis le meurtre, comme si d'un coup, toute sa frustration avait besoin de sortir. Lors de son procès, il se dira désolé pour Ellie, pour sa famille, désolé pour tout. Alors c'est vrai qu'on peut se poser la question de la sincérité de ses remords. Était-ce vraiment sincère ou était-ce simplement une stratégie de défense ? Ça, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, Ellie l'a payé de sa vie. J'ai trouvé ses parents si courageux et si touchants. Perdre un enfant est certainement la plus grande douleur qui soit. Chaque Noël, chaque anniversaire, chaque moment fort de leur vie aura à présent un goût amer sans elle. J'espère qu'ils pourront de nouveau être heureux, aller de l'avant, en tout cas c'est tout ce que je leur souhaite. J'espère que malgré la tristesse de cette histoire, vous avez apprécié de découvrir ou redécouvrir cette affaire en ma compagnie. Pensez-vous que Thomas a prémédité le crime et que pensez-vous du combat des parents d'Ellie pour essayer de changer la loi ? Selon vous, un mineur doit-il, selon les circonstances, être jugé comme un majeur ?
J'attends vos retours en commentaire, je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si c'est le cas, vous pouvez me le signifier en mettant Ellie dans les commentaires. Ça m'aide au référencement, ça soutient la chaîne et mon travail. Vous pouvez aussi mettre un petit like si vous avez apprécié la vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire criminelle sur ma chaîne, mais jusqu'ici surtout, restons prudents.